13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h45 sur Europe 1, Europe 1, 13h. Dernière partie avec vous, Céline Géraud, et aujourd'hui Gabrielle Cluzel, rédactrice en chef du site d'actualité Boulevard Voltaire, et l'écrivain essayiste Paul Melun. Et je reviens sur deux drames absolus que nous avons relatés sur Europe 1. Vendredi, une adolescente de 15 ans, Inès, poignardée à côté de Limoges pour le vol d'un portable par un jeune de son âge qui lui avait tendu un guet-apens. Ce matin, nous en avons parlé aussi devant un lycée du 13e arrondissement. Une rixe entre bandes rivales a provoqué la mort d'un jeune de 15 ans poignardé à mort, lui aussi. Alors comment expliquer cette ultra-violence? On va en parler, mais je vous propose d'écouter d'abord le maire du 13e arrondissement de Paris, Jérôme Coumet. C'était sur CNews ce matin, et Rudy Mana, porte-parole national du syndicat Alliance Police, au micro de Pascal Praud. Évidemment, nous sommes tous bouleversés. On ne comprend pas pourquoi ce lieu, parce que la victime n'était pas scolarisée dans le secteur, elle était scolarisée dans le Val-de-Marne. Je ne crois pas qu'il y ait de pire chose. Je suis confronté à des drames en tant que maire, mais qu'un gamin puisse décéder dans une rixe, c'est juste horrible. Je pense évidemment à ses proches et à sa famille. On a encore affaire à une bagarre entre jeunes délinquants de cité Glacière et cité Mouchet, ça a été précisé. On en est à la 8e depuis le mois de mai. On va encore parler d'ultra-violence, on va encore parler de jeunes qui ont en dessous de 16 ans et qu'on ne peut pas condamner. La majorité pénale doit être abaissée. Il faut traiter plus durement les jeunes qui ont des couteaux dans les rues, parce qu'il faut le dire de manière très claire, tous ces jeunes-là ont des couteaux dans les rues. Il faut des sanctions pénales extrêmement dures contre ces individus. Il faut qu'on donne un exemple. Il y en a marre de pleurer des morts. Ça suffit. Une réaction, Gabrielle Cluzel? Écoutez, c'est vrai que c'est assez insupportable pour les Français que nous sommes, et a fortiori, j'imagine, pour les policiers qui ont l'impression de vider l'océan à la petite cuillère. C'est le rocher de Sisyphe et le tonneau des Dadaïdes en même temps. C'est assez insupportable de voir que nous commentons avec une forme de fatalité ces faits divers. Nous parlions des catastrophes naturelles à Mayotte, mais ça, c'est pas une catastrophe naturelle. C'est quelque chose contre lequel nous devrions pouvoir lutter. Et le problème, c'est que c'est un tel changement de paradigme dans tout le pays. Vous savez, Pythagore disait, si vous éduquez les enfants, vous n'aurez pas à punir les hommes. Donc en réalité, ce qui se passe actuellement dans nos écoles trouve sa racine vraiment en profondeur dans les familles. On peut pas juger ça qu'à l'aune de la réponse des forces de l'ordre, même si à court terme, évidemment, il n'y a que ça. Moi, je retiens que, en tant que mère de famille, nous avons d'énormes inquiétudes pour nos enfants. Ce que l'on faisait jadis, envoyer un enfant avec 2 € acheter une baguette de pain, personne n'ose plus le faire. Et parfois même tardivement, après l'école primaire. Autrefois, on se disait, bon, après le CM2, ils se débrouillent. Mais non, ce n'est plus le cas. Et ça, je trouve que c'est absolument terrible. Alors, c'est deux choses très différentes. D'un côté, on a une jeune fille, Inès, qui contacte quelqu'un via l'application Snapchat, qui se rend à un rendez-vous un vendredi soir à côté de Limoges. Oui, il y a une part active de sa part, et c'est vrai. Qui tombe dans un guet-apens. Et de l'autre, on a une rivalité entre bandes rivales. On n'a pas encore le mobile, mais ce qui interpelle, c'est le côté futile finalement. Là, c'est pour le vol d'un portable. Là, sans doute une bagarre entre bandes rivales. Et la victime, d'ailleurs, n'était pas scolarisée dans le lycée en question, Paul Melun. Et puis le point commun entre les deux faits et entre malheureusement la multitude de faits qui se reproduisent mois après mois, année après année en France, c'est un recours accru à la violence, violence par arme blanche, très différente des bagarres de cours de récré qui pouvaient exister dans les vieux romans et dans la France de la fin du 19e siècle ou du début du 20e siècle. Là, on a passé une nouvelle strate. On peut l'expliquer par plusieurs choses. D'abord, il y a une lecture en amont de ces faits, puis il y a une lecture en aval. La lecture en aval, on l'a souvent, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on met des centres fermés ou semi-fermés, des maisons de correction pour ces jeunes-là quand ils sont mineurs? La réponse pénale, la réponse policière, ça c'est après. Mais avant, ce qu'il faut réfléchir, avant le passage à l'acte, avant la délinquance, c'est les raisons profondes. Et les raisons profondes, si vous voulez, le problème, c'est que un gouvernement nouveau, fût-il très déterminé, ne pourra pas résoudre ces problématiques tellement elles sont profondément ancrées dans toutes les sociétés occidentales, pas seulement en France, dans toute l'Europe de l'Ouest, aux États-Unis d'Amérique. Regardez comment les choses évoluent. Moi, je peux pas m'empêcher d'y voir l'ombre du nihilisme, de l'individualisme, de la société de consommation, de l'éducation en faillite, à la fois dans les familles,
et à la fois à l'école, et parfois aussi, il faut bien le dire, c'est l'éléphant dans le couloir, le lien aussi avec l'immigration. Et si vous traitez pas de façon holistique, de façon globale, tous ces sujets-là, vous êtes condamné à compter les morts, à compter les blessés et à avoir peur pour vos enfants le soir ou le jour. C'est ça la vérité. Donc il est temps d'agir, mais agir sur le temps long. Alors je précise que concernant la rixe de ce matin dans le 13e arrondissement, c'est le 8e affrontement sur ce secteur dans le 13e depuis le mois de mai de cette année. Le parquet de Paris précise quant à lui que ce meurtre s'inscrit dans la continuité d'un phénomène de rixe entre jeunes récurrent dans ce secteur. Et ce phénomène fait également l'objet d'une attention resserrée du GLTD spécifique. C'est le groupement locaux de traitement de la délinquance qui réunit le parquet de Paris, la préfecture de police, la préfecture de région et la ville de Paris, l'éducation nationale et la protection judiciaire de la jeunesse. Donc il y a des choses qui sont mises en place et l'idée finalement c'est de détecter les signes précurseurs pour déclencher des patrouilles finalement. Mais voilà, il y aura toujours des trous dans la raquette. Non mais encore une fois, c'est vrai qu'il faut avoir une vision globale de ce phénomène. Vous parliez de la jeune fille qui avait été contactée sur Snapchat ou qui avait échangé sur Snapchat. Il y a quand même des choses que l'on peut faire immédiatement, comme par exemple interdire les réseaux sociaux jusqu'à un certain âge. Ce qu'a fait l'Australie. En Australie, pour c'est les pas moins de des 16 ans. tortionnaires. Même les Chinois qui ont été quand même les premiers dans l'usage des réseaux sociaux, qui sont même en pointe pour ces sujets-là. Ils ont fait la même chose, alors peut-être pour des raisons plus scolaires, mais néanmoins ils ont pris les mêmes décisions. On voit que c'est nuisible jusqu'à un certain âge. On arrive bien à interdire l'alcool. Pourquoi n'arriverons pas à interdire les smartphones pour les enfants au moins jusqu'au lycée, Mais parce que ce mot interdire, il est tabou aussi. Il faut quand même le voir. Quand je dis qu'il faut avoir une vision globale, il faudrait le remettre au centre du dispositif. On travaille au gouvernement sur un projet justement d'éducation du numérique. Il y a beaucoup de tabous. Vous avez raison. Alors sur le numérique, c'est important. Peut-être que l'exemple des autres pays finalement arrivera à convaincre. On se dira, vous savez, il y a déjà des écoles et des familles du reste qui ne donnent pas de portable jusqu'en seconde et voilà, ça se passe très bien. Il y a aussi le développement de portables où il n'y a pas de réseaux sociaux dessus qui marchent très bien. Exactement, parce qu'il y a une question de sécurité. J'en parlais tout à l'heure, les parents sont inquiets. Alors quelquefois ils se disent il faut quand même que je donne un téléphone à mon enfant parce que quand il est dans le train, mais bon, on peut avoir des téléphones 5 touches. Alors ils ont un peu honte, mais tant pis, à un moment de honte est vite passé. Au collège, 6e, 5e, on va dire. Mais après on est un peu ringard. Parce que précisément les autres ont un smartphone. Si c'était interdit pour tout le monde, eh bien évidemment le regard changerait. Mais je crois qu'il est important de s'arrêter sur ce mot d'interdit d'autorité qui a été vraiment banni de notre société dans les années 60. Donc on doute de la propre éducation que l'on donne à nos enfants, on doute de tout. Et puis de fait, dans le même temps est venue une immigration massive avec des mœurs parfois différentes, qui ont connu parfois des rapports sociaux extrêmement violents. Et finalement, nous n'avons rien d'alternatif à proposer, rien d'autre, pour pas parler français, parce que c'est un peu anglais ça. Donc c'est vrai que la conjonction des deux phénomènes, c'est un feu d'artifice que aujourd'hui les forces de l'ordre sont bien seules pour essayer d'endiguer. Paul Melun. Les forces de l'ordre et puis aussi l'école avec toutes les problématiques qui remontent aux chefs d'établissement. Quand vous regardez, il y a eu le fameux pas de vague. Il y a un certain nombre d'établissements aussi et de chefs d'établissement qui ont manqué, de sagacité, qui ont manqué de vision, qui ont manqué de soutien, que ce soit pour les équipes enseignantes quand des enseignants sont menacés ou quand des élèves sont menacés de harcèlement scolaire. Tous ces sujets-là, ils doivent être aussi creusés sans que les chefs d'établissement n'aient peur pour la réputation de leur établissement ou pour l'avancement de leur carrière. Il faudrait aussi le dire ça, et que les chefs d'établissement soient les fers de lance de cette stratégie-là aussi, parce que l'école ne peut pas tout, le collège ou le lycée ne peuvent pas tout, mais au moins tout ce qui est géré aux abords du collège et du lycée ou à l'intérieur du collège et du lycée est aussi de la responsabilité, et surtout de la responsabilité des équipes enseignantes et des chefs d'établissement. Donc peut-être qu'il faut leur donner plus de moyens d'agir, peut-être qu'il faut penser cette question-là aussi en amont, mais vous voyez, quand on commence à traiter ce sujet-là, il y a plein de tiroirs avec différents sujets qui s'ouvrent. Gabriel évoquait les réseaux sociaux, c'est fondamental. Et les réseaux sociaux, ça c'est à la fois à l'État de s'en occuper. Est-ce qu'on est en capacité en France de dire, comme l'Australie, on interdit les rézos sociaux aux moins de 16 ans? Mais bien sûr qu'on en est capable, il n'y a pas de problème. Bruno Retailleau a une vision sur ces questions-là. Je me trompe peut-être. Après, est-ce que l'action pourra suivre? C'est autre chose. Mais parfois, on a vraiment l'impression que sur ces sujets-là, il y a un peu de com. On se rassure en sortant une idée du chapeau. Parce qu'on fait des grands plans anti-harcèlement scolaire.
Voilà. Moi, je ne sais plus où ils sont les cours d'empathie, ils ont disparu. Ah oui, les cours d'empathie, c'est vrai que ça a été complètement, c'est complètement passé à la trappe. Moi, mes enfants sont scolarisés, j'en ai pas entendu parler. Donc il y a comme ça, il y a les devoirs faits, il y a les groupes de soutien, il y a les groupes de niveau. Les classes de niveau, voilà. Il y a énormément d'éléments de langage. Je me souviens, Gabriel Attal, ils ont mis en place dans les collèges et dans les lycées des psys. Voilà, qui consultent, qui font des consultations express. Oui, mais bon, voilà, là aussi, il y a ça ressemble à la solution de facilité, hein, quand même. Non, mais est-ce que nous, Français, on est compatible avec une interdiction? Bah écoutez, encore une fois, on interdit. Moi, je trouve qu'on interdit beaucoup en France. Contrairement à ce que vous dites, bien sûr, on interdit l'alcool. Je vous rappelle qu'on a mis 60 millions de Français sous clé pendant le Covid. Ça s'est extrêmement bien passé. Le problème, c'est qu'on interdit. Comment dire, on arrive à interdire aux gens qui acceptent les règles du jeu. Vous voyez, par exemple, on interdit aux gens de stationner mal à Paris, ça c'est très facile. Oui. En revanche, régler le problème de la délinquance, régler le problème du ticket d'horodateur dépassé, ça on sait très bien faire. Ça, la sanction, elle est immédiate. En revanche, régler les problèmes de délinquance, c'est autre chose. Le sujet, il est là. Il faudrait arriver à interdire de façon drastique, y compris aux gens qui contreviennent gravement à la loi. On entre malheureusement dans une société de contrôle, de flicage, je dirais même, mais pas dans une société de sécurité. C'est-à-dire que la lutte contre l'insécurité, on galère totalement à résoudre ça. La lutte contre l'ensauvagement, on n'y arrive pas. Mais c'était dit, dès lors qu'il s'agit de contrôler les honnêtes gens, d'embêter les gens avec des attestations de déplacement pendant le Covid, ou d'aller vous filer des contredanses, des amendes à tout bout de champ pour tout et n'importe quoi, parce que vous n'avez pas de gants sur votre scooter, quand vous louez un scooter en libre service à Paris, là vous y avez droit, là on vous arrête, etc. Par contre, vous pouvez faire des rodéos urbains et manquer d'écraser 3 personnes. Là, vous pouvez y aller avec véhicules volés et trafic de drogue en Seine-Saint-Denis. Je trouve ça franchement agaçant à la fin, y compris pour les honnêtes gens. Voilà. Merci beaucoup, Paul Melun, Gabriel Cluzel. On pourrait parler des heures encore de ce sujet, évidemment, qui nous concerne tous et qui concerne beaucoup nos auditeurs d'Europe 1, qu'on remercie. On se retrouve demain, évidemment, dès 13h pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup, Géraldine. Et n'oubliez pas, ce soir, Pierre de Villeneuve, 19h, 21h. C'était Céline Géros sur Europe 1. Demain, Céline, et ce soir aussi, retrouvez la France Bouge sur Europe 1 avec Elisabeth Assayag, qui du lundi au jeudi met chaque jour à l'honneur les audacieux, les entrepreneurs, les startups qui osent et qui réussissent. Et ce soir, elle reçoit Benoît Fret, président de Chronopost, qui transportera plus de 50 millions de colis pour les fêtes de Noël. Rendez-vous donc ce soir de 21h à 22h sur Europe 1. D'ici là, excellent après-midi avec Christophe Ondelat dans un instant. C'est On de la raconte sur Europe 1.